dehors de ma surface est le premier podcast où l'on discute foot, voyage, rencontres, expériences de vie avec des acteurs du football. Je suis Hugo Sanudo. Je développe des projets liés au foot à travers le monde et j'accompagne également des entraîneurs dans l'obtention de leur diplôme via des VAE, validation des acquis de l'expérience. Pour cette rentrée 2022, En dehors de ma surface intègre Podio, le studio de production de podcasts spécialisé dans le sport. Aujourd'hui, notre invité est Patrice Baumel, un entraîneur aventurier comme on les aime. Et vous allez voir qu'ensemble, nous allons parcourir l'Afrique. Malgré son jeune âge pour un entraîneur, 44 ans, il en a eu des expériences et en a connu des pays lorsqu'il était l'adjoint d'Hervé Renard. Zambie, Côte d'Ivoire, Maroc, Angola et Algérie. Un parcours couronné de succès avec notamment 2 CAN consécutives, 2012 et 2015, et une participation à la Coupe du Monde 2018. Aujourd'hui, entraîneur principal, il vient de passer 2 ans à la tête de la sélection ivoirienne. Patrice nous raconte son parcours atypique et nous livre de nombreuses anecdotes surprenantes. Bonne écoute! Bonjour Patrice Baumel, comment vas-tu? Bonjour Hugo, ça va très bien. Ouais, et toi? Ouais, ça va. Je suis très content d'avoir un peu de temps pour discuter avec toi. Ouais, enfin, on a un petit peu galéré à trouver un moment et pouvoir échanger. Parce que voilà, toi, tu es quand même souvent en vadrouille. C'est ça. On va parler beaucoup de voyages avec toi. Je pense que limite, le podcast, il est limite fait pour toi, tu vas voir. Donc, mais est-ce que tout d'abord, tu pourrais te présenter rapidement? Bien sûr. Donc, Patrice Baumel, 44 ans. Je suis né dans le sud de la France, à Arles. Voilà, et j'ai fait toute ma carrière, on va dire, que ce soit scolaire ou footballistique, dans le sud, à Nîmes Olympique. Et puis la fac de sport à Montpellier pour devenir ou prof de sport ou entraîneur, parce que ça a été rapidement clair pour moi. Voilà, et puis après, des expériences dans mon club formateur comme entraîneur, et puis des aventures dans le monde entier, surtout en Afrique. C'est ça. Parce que, voilà, on va voir avec toi, on va parler de voyage. Et est-ce que tu avais appréhendé le métier d'entraîneur pour pouvoir voyager, ou en tout cas, est-ce que le voyage, ça faisait partie de ton... Non, le métier d'entraîneur, je savais que je serais entraîneur. Après, le voyage, ce métier-là nous donne des opportunités, c'est un facteur temps. Il faut être au bon endroit au bon moment pour avoir ces opportunités-là et après, ne pas avoir peur de les saisir. Je pense que le premier voyage, la première décision de partir, c'est celle qui est la plus importante parce que si dès le départ il y a une crainte, généralement ça se fait jamais. Et pour ma part, il n'y a jamais eu de crainte. À partir du moment où j'ai eu cette opportunité après Nîmes de partir en Zambie, en Afrique australe, très loin, à 10h, 15h de vol, je l'ai saisi de suite et je le regrette pas. Donc ça a été pour moi une opportunité de vivre quelque chose de nouveau tout en faisant mon métier. C'est ça. Et on voit parce que souvent, quand je discute avec des entraîneurs, des sélectionneurs qui ont voilà, ce parcours à l'étranger, on peut voir 2 catégories. Ceux qui partent à partir de 50 ans, un peu plus tard dans leur carrière, comme Patrice Neveu, comme même Jackie Bonnevet. Bon, il y en a énormément, je ne vais pas tous les citer. Et il y en a, et toi, tu étais un peu différent, parce que toi, en fait, tu es parti très jeune, finalement. Ouais. Oui, alors est-ce que c'est lié au fait que cette génération qui est un petit peu avant la mienne, à l'époque, on ne partait pas? C'est vrai que les coachs français, il y a 30 ans, ils restaient généralement en France et on n'expatriait pas trop les coachs. Il y a eu, après 2000, la volonté, surtout au Qatar, de prendre des coachs français. On a vu que ça a été pendant 10-15 ans au Qatar et au Moyen-Orient, il y avait beaucoup de coachs français. Et puis après, il y a eu les ères des coachs portugais, brésiliens, espagnols, etc., etc. Mais pour ma part... ça a été une opportunité, comme je te dis, de partir. J'étais bien à Nîmes parce que j'y ai fait toute ma vie jusqu'à 30 ans, on va dire, 28-30 ans. J'y ai joué, j'entraînais, j'aurais pu y rester. Mais ouais, cette opportunité, je me suis dit, c'est faire son métier dans un pays nouveau qui parle une langue différente. Et je vais apporter mon expertise, mon expérience, mais je vais aussi apprendre beaucoup de choses. Et voilà, je me suis dit, en étant jeune, on a encore envie d'apprendre. Peut-être qu'un peu plus âgé, on se dit, oh, j'ai pas envie de trop changer mes habitudes. Alors que là, je me suis dit, ouais, je fonce. Et ça a été pour moi un déclic. Et il y a aussi cette question niveau familial aussi. Parce que je sais pas, toi, comment c'était quand tu avais 29 ans? J'étais en couple et ma femme m'a suivi. Ouais, sans enfant, mais ma femme m'a suivi. Et... Ah ouais, dès le début. Ah okay, oui. okay.
c'est la base pour moi de la réussite. Ouais. Mais il faut toujours, selon le pays où on va, on y aille en éclaireur pour préparer le chemin, en fait, et qu'après on puisse accueillir la famille dans les meilleures conditions. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est souvent beaucoup de bouleversements. Par chance, j'avais pas d'enfants, donc ça a été plus facile, mais même pour les enfants, je dirais que ce soit pour des joueurs français qui partent à l'étranger ou pour des coachs, le fait d'expatrier la famille et les enfants, pour moi, c'est encore quelque chose qui apporte quelque chose de plus. C'est ça. Mais bon, faut aussi être un duo où l'autre personne doit aussi vouloir voyager et partir en Zambie. Bien sûr, ouais, mais au début, il y a toujours cette crainte. Et puis après, quand on arrive là-bas, c'est de se dire, en fait, c'est l'ancrage. C'est se dire, OK, on est français, OK, on a laissé cette vie-là. Quand on va rentrer, on va la retrouver. Mais le voyage, tout se fait. Petit détail, j'avais 2 chiens, 2 gros chiens, des bergers allemands. Ils nous ont suivis, on les a mis dans des caisses et ils nous ont suivis. Et ils ont adoré. La famille est venue nous voir. Ils ont découvert l'Afrique noire avec les safaris, les chutes Victoria. Et aujourd'hui, ils disent que c'est leur plus beau voyage. Parce que, quand est-ce que tu vas en Zambie? Si c'est ça, pas pour aller voir. Ça, et c'est méconnu. Alors que ça mériterait justement d'être dans des projets de personnes, parce que c'est un très beau pays. Un peuple accueillant, un pays safe, très sécurisé. Et puis les safaris, je pense, avec la Tanzanie, la Namibie, le Botswana et le Kenya, c'est ce qui se fait de plus beau. Les chutes Victoria, c'est magnifique. Et t'as eu l'opportunité de voyager un peu? Ouais, tu pouvais. Ah oui. Quand tu es sélectionneur. Disons que oui, par chance, voilà. Quand on est en équipe nationale, on a quand même un petit peu plus de temps libre qu'en club. Entraîneur. Et dès qu'on avait un petit week-end ou 4 jours, on voyageait. Ouais, c'est top. Et on l'a pas encore cité, parce que toi, tu es parti, c'est Hervé Renard. Exactement. On l'a pas. Mais c'est une belle rencontre. Ouais. C'est une belle rencontre parce qu'à l'époque, je suis adjoint de Régis Brouard à Nîmes, avec qui on s'était croisés, on avait joué un petit peu ensemble. Lui était pro, moi j'étais stagiaire, donc je le croisais. Je me souviens plus de lui que ceux qui se souviennent de moi. Mais lorsque je suis son adjoint, on joue contre Cherbourg, l'équipe d'Hervé Renard, et on se retrouve sur un stage, mais vraiment par pur hasard, à Clairefontaine de recyclage, puisque tous les 5 ans, il fallait aller se recycler à Clairefontaine. Et on s'est retrouvé sur une semaine avec Hervé. Et lui, il aimait bien les gauchers, je me souviendrai toujours. Moi, je suis pur gaucher. Et donc, dans les exercices, chaque fois, il me prenait dans son groupe, quand lui passait comme cobaye, enfin comme entraîneur. Et voilà, ça a matché, on a passé la semaine ensemble. Et il m'a dit, voilà, un jour, on travaillera ensemble. Lui part faire la Coupe d'Afrique 2008 avec Claude Leroy, avec le Ghana. À la fin de cette Coupe d'Afrique, la Zambie veut prendre Claude Leroy. Claude Leroy lui dit, écoute, j'ai été sollicité par la Zambie, moi je ne vais pas y aller, mais j'ai parlé de toi. Hervé Renard se voit proposer le poste de sélectionneur, il m'appelle. Et je me revois, moi je finis mes 3 ans à Nîmes difficilement. Régis s'était fait remercier quelques mois auparavant. Laurent Fournier était venu le remplacer, ça ne s'est pas bien passé. Et moi je me suis retrouvé entre deux comme ça. Jean-Luc Vanouti prend la suite. Et puis moi, on ne travaille pas ensemble. Donc je me retrouve dans une situation difficile puisque je vais pointer au Pôle emploi. Et je suis sur le chemin de Pôle emploi. Et comme quoi, c'est utile de le dire. C'est-à-dire que dans des moments difficiles comme ça, je vois mon téléphone qui sonne avec un numéro à rallonge, un plus 00 260, ou qu'est-ce que c'est? Et je vois Hervé qui me dit, écoute, je suis en Zambie, est-ce que ça te dit de venir me retrouver? Et je lui ai dit oui. Il m'a dit, mais attends, je t'ai pas proposé les conditions. Il dit, je m'en fous, je viens. Je suis rentré à la maison, je dis ça à ma femme. J'y vais, pas en mode on discute. C'est ça. Et ma femme me dit, mais tu es sérieux? Tu sais même pas où est la Zambie? Et je dis, mais c'est pas grave. Objectif, Coupe d'Afrique, Coupe du Monde. Est-ce que tu te rends compte? C'est une équipe nationale, je fonce. Voilà, et je n'ai pas regardé les conditions financières, ni les conditions du pays ou autre. Je suis parti. Et je crois beaucoup aux énergies. Et quand on donne de son énergie positive, quand on y va avec beaucoup de plaisir et d'envie, ça se passe bien. Et puis voilà, après, c'est enchaîné. Et là, dans ton histoire aussi, on voit, parce qu'on aime bien, on a tendance aussi à critiquer rapidement les réseaux d'entraîneurs français, qu'il n'y a pas trop d'entraide par rapport, on compare souvent avec le portugais et l'espagnol. Bon, là, on voit que dans votre cas, avec Claude Leroy, avec Hervé Renard, avec toi, il y a beaucoup d'autres exemples. Bien sûr. Mais ça peut marcher aussi. Et ça marche. Il y a quand même beaucoup de connexions entre les entraîneurs français. Il y a des connexions. Après, ce
là où je suis d'accord, c'est que les coachs étrangers, si un Portugais quitte un poste d'un club ou d'une fédé, le réseau, les agents et tout le réseau, et même le coach qui part, il va se dire, je préfère que ce soit un Portugais qui reprenne. Ça reste, entre guillemets, portugais, et donc toujours l'opportunité de retrouver un poste. Mais voilà, pour en revenir dans les échanges, j'ai l'impression que les coachs français, on devrait plus s'entraider. Voilà, ça manque un peu d'entraide par moment. Je suis d'accord. Tu vois, donc on va toujours un peu jongler entre tout ça, mais bon, la Zambie, on va pas l'oublier parce que c'est quand même un moment, c'est une page très importante dans ta vie. Parce que vous êtes resté longtemps, en 2 fois, non? Mais au total, vous êtes resté longtemps. On va dire, pour moi, c'est 3 expériences. On est resté 2 fois avec Hervé. Donc, on a fait 2008-2010 avec notre première CAN avec la Zambie en 2010, en Angola, où on perd en quart de finale contre le Nigeria au tir au but. On part derrière et on revient en 2011, fin 2011, pour gagner la CAN en 2012. Okay, vous partez qu'un an, c'est ça? Ouais, on part en fait, on signe en Angola parce que l'Angola venait d'organiser la Coupe d'Afrique. Ils ont été séduits par notre travail et donc on est sollicité par les présidents, enfin les dirigeants angolais pour faire le même boulot. Donc on accepte le challenge et on y va. Je bosse beaucoup, je fais les détections des jeunes pour préparer l'avenir et autres. Et puis on se rend compte que l'Angola n'était pas prêt pour faire ce qu'on avait fait en Zambie. Et on était encore des jeunes entraîneurs. Et donc, du coup, on nous demandait plus que de ne travailler avec Léa. Alors que le secret de la réussite qu'il y avait eu avec la Zambie, c'est qu'on bossait au quotidien avec toutes les catégories. Et c'est ce qui a fait qu'on a découvert des jeunes. On a fait des détections dans tout le pays. Donc, j'avais fait ces détections. Mais derrière ces détections, il n'y a rien eu. Donc, du coup, on a résilié le contrat en Angola. On est resté quelques semaines sans rien. Puis, on prend l'USM Alger, un club où on avait été clair avec le président Ali Haddad, c'était de dire on vient parce qu'on est sans boulot, mais si on est sollicité par une équipe nationale, il faut nous libérer. C'était les conditions. C'est pas mal ça, c'est qu'on est dans des bonnes positions quand on peut dire des choses comme ça. Oui, mais c'était honnête en disant voilà, nous on a envie de vivre des CAN, on a envie de prendre des équipes nationales, donc on vient, on donne tout tant que voilà, mais si on est sollicité, on veut être disponible. Et c'est ce qui s'est passé, on est resté 1 an, on a structuré ce club. Il nous avait demandé de le professionnaliser à notre façon. Et je crois qu'on a pris beaucoup de plaisir. C'est un pays de football magnifique et j'en garde un grand souvenir. Et puis, fin 2011, la Zambie se qualifie et en fait, les joueurs zambiens nous réclament. Et Kalusha Boyla m'appelle en me disant vos fils ont besoin de vous, est-ce que vous êtes prêts à revenir? Et donc, j'étais allé voir Ali Haddad en lui disant voilà, avec Hervé, on a une clause, est-ce que vous la respectez? Et un bon gentleman, on avait mangé un bon couscous. On était premier du championnat et il nous avait libérés. Et puis derrière, c'est là où on gagne la CAN. Donc 2008-2010, on fait 2011-2012 et début 2013, puisque l'idée c'était d'essayer d'aller à la Coupe du Monde au Brésil en 2014. On échoue au dernier niveau puisqu'on gagne chez nous le Ghana 1-0 et on perd 2-1 là-bas. Donc, c'est eux qui se qualifient pour la Coupe du Monde. Ah ouais, même avec un but à l'extérieur? Ouais. Okay. Ouais, c'était comme ça à l'époque. Et donc, du coup, Hervé décide de partir. C'est là où il part à Sochaux. À la base, je dois y aller, mais on est sous contrat avec la Zambie. Sochaux avait déjà prévu un adjoint qui était Omar Daf à l'époque, qui venait d'arrêter de jouer. Et donc, du coup, Kalusha Boyla me dit non, mais de toute façon, nous, on ne te libère pas. On te garde et tu deviens sélectionneur de l'équipe. C'est une bonne opportunité. Voilà, aussi. donc je me retrouve à 35 ans, je crois, sélectionneur des Chipolo Polo. Et on joue, mon premier match, je me souviendrai toujours, on joue après la Coupe des Confédérations remportée par le Brésil face à l'Espagne. Je me retrouve en octobre à jouer contre le Brésil de Neymar, Hulk, Thiago Silva et tout le monde dans le nid d'oiseaux de Beijing. Donc c'était une super expérience. Voilà, donc je suis resté, en fait j'ai eu 2 expériences, 2 avec Hervé, 2008-2010, 2010-2012 et j'ai fait 2013-2014 en tant que sélectionneur.
Et j'ai envie de discuter un peu de cette Zambie parce que niveau footballistique, ici en France, on ne la connaît pas. Mais c'est un vrai pays de football qui a une belle histoire avec des compétitions. Parce que bien sûr, vous avez gagné la CAN, mais ils avaient déjà participé. Ils avaient déjà eu 2 finales. Ils avaient participé à un des JO. Ouais. Et aussi contre l'Italie. Ouais, enfin, ils ont gagné 4-0 contre l'Italie en match de groupe. Après, ils perdent contre l'Allemagne. C'est ça. Et il y a une grosse histoire qui est quand même tragique, mais très importante dans cette relation avec le football. C'est qu'à un moment, ils ont une génération de folie dans les années 80, fin 80. Ouais, c'est ça. Ils sont pas loin de se qualifier ça. À la Coupe du Monde aux États-Unis en 94. Et là, il y a un accident tragique d'avion. Et les 3/4 des joueurs, tout l'accident d'avion est terrible et tout le monde meurt, sauf qu'il y avait quelques joueurs qui jouaient en Europe à ce moment-là, notamment PSV Eindhoven. Il y a un grand joueur, j'ai oublié son nom. Kalusha Boyla. Ouais. Ah, c'est lui. Ouais, c'est lui, c'était notre président. Ouais, qui est après devenu président. Lui, ils n'étaient pas dans cet avion-là. C'est ça. Donc, drame national, bien sûr. Et bon, là, je fais un peu le journaliste, mais bon, tu me diras, mais ça m'a histoire de fou. Et finalement, ils reconstituent une équipe pour cette qualif pour la Coupe du Monde. Et ils sont à 2 doigts de se qualifier à cette Coupe du Monde 94. Et ils perdent contre le Maroc. Dernier match, alors qu'ils venaient de battre le Sénégal. Ils avaient fait avec une équipe bis, parce que bien sûr, ils ont dû reconstituer une équipe. Et l'histoire incroyable, c'est que l'accident était à Libreville. Et vous gagnez la CAN quelques années, pas si longtemps après, parce que c'est quoi, c'est 20 ans après. Ouais, c'est ça. À Libreville, à quelques kilomètres de l'accident. C'est ça. Et ça, c'est une histoire que moi, j'avais pas vraiment suivi, mais je crois qu'on pourrait rester rien qu'une heure à parler de tout ça, même ça serait pas suffisant. Mais déjà, pour répondre à ta question, nous en France, c'est vrai que la Zambie, on connaît pas trop. C'est un pays anglophone où le fait que Kalusha Boyla, on va dire, c'est la figure emblématique de ce football. Il a été Ballon d'Or africain 88. Il joue au PSV Eindhoven. Il a été formé au club de Bruges. Après, il part au PSV Eindhoven. Il fait aussi une carrière au Mexique. Il a eu Bielsa comme coach. Le fait qu'il soit passé par le PSV Eindhoven, le grand PSV Eindhoven des années 80-90, il a été inspiré par cette formation néerlandaise. Et du coup, ce football zambien est animé par ce fameux 4-3-3 football total où ça court beaucoup, c'est généreux, beaucoup d'ailiers, beaucoup de joueurs techniques, parce qu'il a amené cette culture-là. Et donc, ça joue au football anglophone. Donc, à l'époque, les Anglais avaient structuré. Après, ça a été repris par l'armée, les mines de cuivre, premier pays exportateur de cuivre au monde. Donc, tout ça a fait que le football est rythmé autour de ça. Et il y a des footballeurs de partout. Et donc, nous, quand on arrive, on se rend compte que la Zambie, c'est pas un petit pays. Ils ont fait 2 finales dans les années 70. Comme tu dis si bien, il y a une génération dans les années 80 qui se construit autour de Kalusha Boyla, Musonda, qui sont à l'étranger, puis tous les autres jouent au pays. Et donc ce drame qui arrive, alors qu'il mérite de se qualifier pour la Coupe du Monde 94, a été une tragédie. Mais c'est un tel peuple de paix, d'amour, qu'ils se reconstruisent et en fait, ils ne se sont pas arrêtés là. Et donc derrière, ils font une finale avec cette équipe bis de Cannes. C'est incroyable, mais c'est pour vous dire à tout le monde que... Un an après le drame, mais c'est pour dire que c'est un pays de football. Et que si on gagne en 2012, tout le monde dit « mais vous avez gagné, c'est incroyable, vous avez eu une chance ». Non, bien sûr qu'on a eu de la chance, mais il n'y a pas de hasard. Et lorsqu'on arrive en 2008, en 2009, on finit 3e du Tchad, le championnat d'Afrique des Nations, c'est-à-dire avec l'équipe locale. Et c'est cette équipe-là qui va gagner la CAN en 2012. Parce que des joueurs zambiens à l'époque, quand on gagne en 2012, il y a des Mayuka qui jouent aux Young Boys de Berne, qui est allé à Sochaux, Nathan Sinkala, Sunzu, Katongo qui était à Arminia Bielefeld en Allemagne, Félix Katongo à Rennes. Mais voilà, les autres, ça joue au pays. Ou en Afrique du Sud. Mais ce qui est énorme, c'est que lorsqu'on fait cette CAN en 2012, on regarde le tirage au sort. La Coupe d'Afrique 2012 est organisée en Guinée équatoriale et Gabon. Et nous, notre poule, on n'est qu'en Guinée équatoriale. Et Kalusha, qui lui n'a jamais plus mis les pieds à Libreville depuis le crash. C'est-à-dire que lui, le matin du crash, il se réveille chez lui en Hollande, il regarde les infos, il se dit aujourd'hui j'ai un avion, je vais retrouver mes collègues, on joue au Sénégal pour aller à la Coupe du Monde. Et il voit, breaking news, l'avion s'est crashé au large de Libreville. Donc ça a été un choc. Et quand il rentre dans la salle où nous on fait une réunion,
il dit aux joueurs, j'ai regardé le programme. Dans notre poule, en fait, le seul moyen d'aller à Libreville, c'est d'aller en finale. Et le stade qu'ils ont fait, il est à côté de l'aéroport, à côté de l'océan, là où l'avion s'est crashé. Donc on sent qu'il y a beaucoup d'émotions déjà. On est à un mois de démarrer cette compétition et on s'est juré. Moi, j'avais fait un questionnaire aux joueurs et ils ont tous dit, coach, on va la gagner cette CAN. Incroyable. C'est-à-dire, j'ai dit, quels sont vos objectifs à chacun? Tous, coach, on va gagner cette CAN ensemble. Et donc, on part gonflé à bloc, où on joue le Sénégal, premier match, c'est un symbole, et on gagne 2-1. Et on se lance dans cette compétition et on monte en puissance, on est heureux d'être ensemble, on vit le moment présent, sans trop se poser de questions, mais on sait notre objectif. Et puis voilà, on avance. Et pour tout te dire, je me revois le jour, l'avant-veille de la finale, on part de Guinée pour aller à Libreville. Et la Zambie, qui personne nous calculait, on nous avait mis dans un hôtel catastrophique à Bata. Si bien qu'on avait dû trouver des bungalows avec Hervé et Anthony Baffoé de la CAF pour pouvoir être logés décemment. Donc on était logés dans des bungalows avec des Chinois, des ouvriers chinois, mais ça ne nous a pas empêché de gagner. Et je me revois à l'aéroport où toute la CAF monte dans l'avion. Et donc moi je suis devant avec le staff, on nous a mis en business. Et là je vois des émissaires de la CAF qui rentrent en me regardant en disant « Hey jeune, tu dégages ». Et là, le pilote qui était marocain me dit « Coach, il vous manque de respect, venez avec moi dans le cockpit ». Et il m'explique, lui pilote, ce qui s'était passé à l'époque. Donc en fait, à l'arrivée, on survole, on voit l'océan, on voit la piste de décollage et on voit le stade. Et voilà, il m'avait expliqué comment ça s'était passé, le crash ici. On atterrit et Kaloucha avait tout prévu. Il avait prévu une 50aine de fleurs, oiseaux du paradis, c'est vraiment mes fleurs préférées, c'est magnifique, on le retrouve en Inde aussi. C'est des belles fleurs aux couleurs de la Zambie, vert et orange. Et on va sur la plage directement. On se retrouve tous les joueurs, tout le staff, le ministre des Sports, et on chante. J'avais appris les chants à l'époque, les chants, on va dire, mortuaires de zambiens, pour rendre hommage à nos grands frères décédés une quinzaine, vingtaine d'années auparavant. Et j'ai le souvenir qu'il fait comme en Afrique équatoriale. Il fait lourd, il y a des nuages, mais il fait beau. Il fait 35 degrés, il fait moite, on transpire, on chante. Il y a un silence de cathédrale, il y a des vagues qui viennent là au bord de nos pieds. Et à la fin des chants, on libère tous les fleurs qui partent. Et ces fleurs-là, pour ceux qui connaissent, elles flottent. Et elles partent, emportées par le courant, elles partent. Et on chante, et au bout de 5 minutes, on s'arrête et j'ai des frissons parce qu'il y a un éclair qui sort on y croit, on n'y croit pas, hein, qui sort de l'eau et toutes les fleurs sont aspirées dans les profondeurs de l'océan en même temps. Et là, on s'est regardé, on dit waouh. Et on en parle souvent avec Kaloucha. Et le lendemain, on fait une séance sur le stade de Libreville où on n'a jamais aussi bien joué. Et on a senti qu'on n'était pas 11, mais on était des millions. Et si vous regardez le match, la Côte d'Ivoire, je crois que c'est la meilleure génération jamais sur la compétition. Ils n'ont pas pris le moindre but. Ils sont meilleure attaque, meilleure défense et on gagne au tir au but. Une séance. Au bout d'une séance, au bout de la nuit. Et où nous, on est monté en puissance, on s'est lâché, on a joué notre football, on a été honnête avec nous-mêmes, quoi. C'est-à-dire que voilà. Et ça a été magique. Et donc, je pense que pour ceux qui croient aux énergies, encore une fois, je crois en ces énergies et les grands frères qui reposent en paix, ben, ils sont venus nous donner un coup de main ce soir-là. Et c'est l'Afrique qui t'a changé? Ouais, comme je te dis, dans les croyances, j'ai une éducation où je crois en Dieu, mais l'Afrique m'a encore marqué parce que tout est tourné autour de Dieu, mais le Dieu bon. On ne fait pas la prière pour se donner bonne conscience, on fait la prière, on chante parce qu'on en a besoin. Et c'est un moyen aussi de communier ensemble, de communion, d'être ensemble. Et ça m'a donné beaucoup de force dans les vestiaires, avant les séances. Voilà. Et quelle que soit la religion, la prière est importante.
mais une prière positive de bienveillance. Parce que justement, en Zambie, tout le monde a quasiment la même religion, ils sont tous catholiques. Et après en Côte d'Ivoire, non, mais c'est pas une question vraiment de religion, c'est une question de croyance. Vraiment en Côte d'Ivoire, pour faire pour faire la différence, on sent qu'il y a vraiment, c'est vraiment partagé, mais ça cohabite super bien et c'est un régal, c'est un exemple aussi. Et je trouve que ça devrait être montré et citer un exemple en France, dans le monde entier, comme quoi 2 religions peuvent cohabiter. On prie la fatia pour démarrer, puis derrière les catholiques prient ou on change pour pas qu'il y ait de voilà, mais ça s'est toujours très très bien passé. Et pour rester un peu sur ces sujets religieux, peut-être mystiques, peut-être là-bas, il y a tout un sujet sur. Tu vas me dire si tu veux, on en parle, mais sur la sorcellerie, sur le côté vraiment, vraiment mystique. C'est très présent en Zambie, si on prend l'exemple de la Zambie, c'était présent et est-ce que ça vient impacter aussi ton métier et ton... On sent le peuple africain qui a ses croyances au-delà de la croyance religieuse, mystique. Mais j'ai envie de dire, dans mon expérience, de mon arrivée de 2008 à aujourd'hui, j'ai l'impression que le marabout prend moins d'importance que le religieux, proprement dit. Que ce soit le pasteur, le curé, l'imam, j'ai l'impression que ces gens-là prennent une place plus importante dans la religion, le Coran, la Bible. Voilà, c'est quelque chose de plus, quand je veux dire rationnel, je ne sais pas si on peut utiliser ce mot, hein, mais de plus la religion positive. Parce que la sorcellerie, c'est se protéger d'eux ou amener l'adversaire quelque part. J'ai plus ressenti ça. Je l'ai vécu dans des pays où je voyais des marabouts rentrer dans les avions, qui faisaient des choses pour dire voilà, je vais t'enlever le mauvais sort et tout ça. Progressivement, j'ai senti que c'était plus dans la religion et la croyance proprement dite. Ouais. Donc là, apparemment, en Côte d'Ivoire, tu n'avais pas des gens qui t'accompagnaient. Sur les années-là, non, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Ça doit exister, mais j'ai pas été confronté à ça. Ni l'équipe. On n'avait pas un marabout qui venait nous accompagner. Et je vais faire encore un parallèle, un saut, on va changer un peu. Le sorcier blanc. Oui. Quelle est ta relation justement? Est-ce que tu avais appréhendé ça avant d'y aller, d'être le blanc qui va en Afrique? Tu avais un peu peur de comment on allait t'accueillir et comment ça t'a suivi ce côté-là? Non, parce que dans mon éducation, j'ai toujours eu des amis de tous bords, de toute religion, de toute nationalité. Et tu vas peut-être pas me croire, mais je vois pas la couleur de l'homme, moi, en fait. Ni la croyance, je m'en fous. Je m'en fous, je prends l'homme tel qu'il est et on ne choisit pas d'où on est, de quel pays. Et en fait, j'ai jamais vu ça. Donc, je me suis dit, si on me fait venir dans un pays d'Afrique noire, si on me fait venir dans un pays d'Afrique maghrébine, où on a tous des éducations différentes, des origines différentes, mais je vais apporter mon expérience et je vais être moi-même. Après, si on ne m'accepte pas, je prendrai mes valises, je ne vais pas forcer la chose, mais ça c'est, Dieu merci, ça ne s'est jamais passé. Mais est-ce qu'il y a des choses qu'un entraîneur blanc peut mettre en place que peut-être un entraîneur local ne pourrait pas? Mais peut-être ça existerait ici aussi, ça existe un peu. Ouais, je sais pas, je me compare pas, je me dis en fait, reste toi-même, fais tes choses. Si tu commences à dire, bon lui il fait ça, moi je fais ça, je m'en sors pas. Et j'ai envie de te dire aussi, celui qui se cherche des limites s'en trouve sans limite, quoi. Donc oui, parce que je suis local, on va pas me faire confiance. Aujourd'hui, je suis revenu après mon contrat en Côte d'Ivoire. Je me suis dit, je veux revenir en France ou en Angleterre ou en Europe. Je veux entraîner ici. Aujourd'hui, Patrice Baumel en Europe, on le connaît pas forcément. Donc c'est que j'ai pas fait assez de choses. Mais je me dis pas, ouais, ici on m'aime pas. Voilà, je vais repartir. Non. J'ai dit, j'ai pas fait assez de choses pour que mon nom résonne et que je donne envie à des clubs de me prendre. Alors, je vais continuer mon aventure où que ce soit. C'est mon histoire. Mais tu sais que c'est compliqué, non? Quand même, quand tu es catalogué entraîneur à l'étranger, en Afrique. Non. Non, tu dis. Ouais. Non. Okay. Parce que là, on voit qu'il y en a peu qui. Là, en ce moment, il y a Deux Sabres, non? Qui est toujours
mais il y en a peu qui, justement, et je voulais savoir un peu, voilà, est-ce que ça t'embête quand on te dit l'entraîneur baroudeur, ou tu trouves plutôt ça comme une richesse, ou t'aimes pas qu'on t'accole cette étiquette-là? Ben, je pense si tu regardes ma carrière, baroudeur non, parce que je suis plutôt resté fidèle là où je suis allé, je suis toujours allé au bout de mes contrats quasiment. Donc voilà, donc j'ai plutôt fait chaque fois 3-4 ans, 3-4 ans, 3-4 ans. Donc Ouais, j'ai vécu... T'as pas la bougeotte, quoi, Non, sur les 7 dernières Coupes d'Afrique, j'ai fait les 7, j'en ai pas raté une. Donc j'ai envie de te dire que je suis pas baroudeur, au contraire, je suis plutôt quelqu'un de fidèle, que ce soit en équipe nationale ou en club. C'est juste que le football va tellement vite que les clubs n'ont pas le temps peut-être de regarder ce qui se fait ailleurs. Ils regardent leur petit championnat à eux, juste autour, et ils vont pas chercher. C'est un petit peu dommage parce que j'ai envie de te dire, l'Afrique, ils cherchent, ils savent, ils connaissent, ils aiment le foot, mais dans le monde entier. Donc ils connaissent les coachs, ils connaissent, voilà. Petit reproche que je peux faire en France, c'est qu'ils restent basés sur ce qui se fait en Ligue 1, Ligue 2, dans leur club. Surtout, je me protège en prenant quelqu'un qui, qui a une expérience. C'est le petit reproche que je peux faire, mais après, je peux pas faire le reproche de pas me prendre parce que ils me connaissent pas. Je peux comprendre. Mais le reproche que je fais, c'est de me dire que je suis un jeune entraîneur. J'ai 44 ans, mais ça fait 20 ans que je fais ce métier. Et quand tu dis j'ai fait 7 Coupes d'Afrique, j'en ai gagné 2, j'ai fait une Coupe du Monde, j'ai entraîné Lille, j'ai entraîné Nîmes Olympique, j'ai entraîné l'USM Alger en club. Je pense que, voilà, tu n'es pas un jeune entraîneur, quoi. Voilà. Tu peux être un jeune dans l'âge, mais tu as une expérience, tu as un vécu. Et l'autre jour, je discutais avec Lamine Ndiaye qui me disait, un peu en blague, mais en même temps, il y croyait. Il disait non, mais il faudrait que tous les entraîneurs français ils viennent un moment en Afrique parce qu'on revient différents et on apprend énormément. Bien sûr, et ça, bien sûr, mais ils se posent pas ces problématiques peut-être parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils se posent pas ces problématiques. Ils vont, je crois que tu vas être d'accord avec moi. Très souvent, ce qui se dit, c'est on prend toujours les mêmes. Tant mieux pour eux. Mais c'est vrai qu'on prend toujours les mêmes. Après, on peut te dire aussi, en Afrique, on prend toujours les mêmes. C'est pas faux aussi, parce que ce qui se dit souvent, c'est il connaît l'Afrique, il connaît comment ça se passe. C'est pas faux non plus. Mais non, j'ai aucune frustration à ce niveau-là. Je me dis, tant que je vis des émotions, je me régale, je continuerai, où que ce soit. Mais je pense que les émotions en Afrique, elles sont difficilement égalables. Ouais, mais des émotions, des fois, c'est énervant, parce que tu te dis, mais pourquoi ils fonctionnent comme ça, en fait? Ils se tirent une balle dans le pied. Ouais. Et je me dis, c'est peut-être pour ça qu'ils nous prennent, pour qu'on amène quelque chose de plus rigoureux, parce que à ce niveau-là, il manque un petit peu de recul. Et peut-être que nous, qui sommes peut-être parfois un peu plus psychorigides, eux, ils sont plus dans le lâcher-prise et plus dans l'audace. Donc c'est un bon mix de tout ça, quoi. Et je voulais aussi parler d'un sujet, de la qualité du foot africain. Bon, en tout cas, celui que tu as connu. Encore une fois, j'aime pas dire africain, mais en tout cas, en Zambie et en Côte d'Ivoire, c'est fou, non? Le foot, la qualité des gamins dans la rue, Moi, j'ai une image, c'est partout où je vais. Quand j'atterris, je sors et je vois un terrain de foot, quel qu'il soit. Alors aujourd'hui, au Maroc, le roi, Sa Majesté et le président Legja, ils ont construit des centaines et des centaines de stades. Donc les gamins, ils jouent de moins en moins dans la rue, ils sont équipés. Ceci étant dit, tu vas n'importe où, Madagascar, les Comores, au Tchad, en Centrafrique ou dans les pays comme le Sénégal, ça joue au ballon, sur la mer, sur la plage, entre deux quérons, deux parpaings, deux bouts de bois, ça joue. Chose qu'on voit moins en France. On voit des stades inoccupés. Alors qu'en Afrique, ça joue tout le temps. Et donc, c'est ce qui fait qu'il y a une finesse. Après, la petite lacune, c'est comme c'est pas organisé, c'est des qualités qui se développent techniques. Alors qu'en Europe, la chance, c'est que comme c'est structuré dans des clubs, il va y avoir un développement avec un coach qui va donner déjà des indications tactiques. Donc, je dirais que
Parfois, ce qui manque en Afrique, c'est ce côté un petit peu organisationnel de l'équipe, la tactique ensemble, travailler ensemble. On n'est plus sur l'individualité, mais du coup, l'Europe vient prendre ses individualités parce qu'ils en ont besoin. Ouais, c'est vrai Les que Sadio Mané, les Mohamed Salah, les Hakim Ziyech et j'en passe dans chaque pays, hein, les Nicolas Pepe. Voilà. Et là, on voit que ça change, c'est que les pays qui se structurent au niveau centre de formation, comme peut être le Sénégal et comme dans d'autres pays, c'est là où ça nous fait dire aussi que peut-être l'avenir du foot, il est ici, il est en Afrique, parce que tu as la qualité, et si une fois que tu as les structures et les championnats qui se... Bien sûr, et puis le fait que ça se structure, tout le monde se dit c'est un moyen de pouvoir... sortir de la pauvreté, parce que voilà, il faut parler aussi de ça. En Afrique, il y a beaucoup de gens pauvres et que le football permet un joueur qui sort. Moi, ça m'est arrivé des agents qui venaient me voir et qui me disaient coach, si ce gamin il sort, il va nourrir un village. Donc, à un moment donné, c'est aussi le football qui te permet de sortir de la misère. Mais ça te fait confronter à ce rêve qui est dans 99% des cas, qui est pas possible, et tu es confronté à ça. Tu sais comment dire à ces gamins que non, là, c'est quasiment impossible d'y arriver. C'est toujours ça, trouver un peu un juste milieu. Bien sûr, mais pour eux, ils sont pas dans l'impossibilité. C'est ce qui fait que on est différent, c'est que eux, ils se donnent le droit de rêver. Ouais. Et j'ai le souvenir, moi, avec la Zambie, on joue le Brésil, de Neymar, comme je t'ai dit tout à l'heure et tout. Et les joueurs, j'ai dit alors comment vous sentez? Ils me disent on va gagner, coach. À la mi-temps, on était à 0-0 contre le Brésil. On va gagner. Et c'est ce qui est génial, c'est qu'ils ne se posent pas de questions. Peut-être que nous, Européens, on s'en pose trop. Eux, c'est j'ai une opportunité, je la saisis parce que j'en aurais pas 36 000. Parce que toute ma vie, on m'a laissé de côté. Et là, on me donne la chance, je fonce. Et c'est une qualité. C'est une qualité. Et pourquoi il n'y a pas beaucoup de joueurs zambiens en Europe? Là, j'ai rencontré le jour de la finale de la Champions League, j'ai rencontré le président de la Fédé zambienne, le président Kamanga. Je l'ai vu à Paris et il m'a dit il y a une belle génération. Et j'ai dit je peux vous donner un coup de main, je vais essayer de vous mettre en relation. C'est que tout simplement, qui des agents va en Zambie? Moi, j'y suis resté au total 5 ans. J'ai jamais vu un agent français venir en Zambie, prendre un avion et venir. Jamais. Jamais. J'ai vu des agents du pays d'Israël, j'ai vu des agents d'Afrique du Sud, et tous les joueurs zambiens qu'on a envoyés en Europe et en France, c'est parce que Hervé et moi. Parce qu'on m'a appelé, Jonas Sakwa qui a signé à Lorient, c'est un ami qui était agent et qui m'a demandé, et j'en passe. Et donc, du coup, personne ne va voir des joueurs. Mais si demain, vous y allez, quel que soit l'agent de quel pays, va revenir avec des joueurs. Parce que ils sont bons. Je te donne un exemple. Dans les détections que je fais en 2013, je vois Patson Daka, 16 ans. Je vois Enoch Mwepu, 16 ou 17 ans. Et en fait, moi, mes conditions pour que j'ai le vrai âge, je voulais qu'ils soient scolarisés. Et le fait de savoir à quel niveau scolaire ils sont, tu es là à 1 ou 2 ans près, maxi. Et donc, les gamins, je savais qu'ils n'avaient pas redoublé. Donc, je me dis, s'ils n'ont pas redoublé, ils ont cet âge. Et donc, je savais qu'ils avaient entre 16 et 17 ans. À 17 ans, je les prends et je les fais jouer avec l'équipe A avant que je parte. Ils jouent avec les Chipolo Polo. Derrière, ils signent à Salzbourg. On les prend, je me souviens, Patson Daka, on le prend à Lille. Lille dit non, il est trop jeune et tout ça. Hop, il signe à Salzbourg. Salzbourg le récupère et aujourd'hui il joue à Leicester en Première Ligue. Donc Mwepu, il joue en Première Ligue à Brighton. Donc il n'y a pas de hasard. Mais c'était des gamins qu'on avait sortis en 2013 déjà. Donc il y a de la qualité. Il faut juste ne pas avoir peur d'explorer et surtout de penser différent. Les agents aujourd'hui ils vont sur le même joueur. Savoir, purée, il faut que je le prenne. Là, en Côte d'Ivoire, j'ai fait jouer le plus jeune joueur de l'histoire du football ivoirien, Karim Konaté. Il a joué à 17 ans et quelques avec moi en A, avec l'équipe A, en éliminatoire Coupe du Monde. Aujourd'hui, il a signé à Salzbourg. Mais il y avait des clubs français qui se l'arrachaient. Il était dans un centre... Il était à la SEG Mimosa. Mimosa. Il a fini 2 fois meilleur buteur. Bon, voilà. Et il a joué avec moi. Contre la France, il a joué. Voilà. Et donc,
Ce que je veux dire, c'est que c'est souvent trop tard quand ils viennent, c'est que là, tout le monde se jette sur ce même joueur, alors qu'il y a des bons joueurs, il y en a de partout. C'est pas avoir peur de prendre celui qui est passionné, de prendre son sac et de voyager et d'aller au Malawi. Il y a des super joueurs au Malawi, au Botswana, en Zambie, au Zimbabwe, il y en a. Au Swaziland, au Lesotho, de partout. Incroyable, ouais. On ne s'imagine pas. On sait qu'il y a du foot là-bas, mais on ne peut pas imaginer que ces joueurs peuvent avoir le niveau. C'est ça. Et donc d'y aller, de prendre des contacts, d'y aller plusieurs fois, de voir le gamin. Alors oui, on peut se tromper. Après, on peut prendre un joueur qui a 4-5 ans de plus parce qu'il va tricher. Mais est-ce qu'on peut lui en vouloir? De se dire, j'ai 20 ans, c'est peut-être trop tard. Si j'en ai 16, j'ai une chance de sortir. On ne peut pas lui en vouloir. Parce que pour eux, c'est vital. Mais il y a des bons joueurs de partout. Et toi, tu échangeais beaucoup avec les familles en général? Ouais, je donnais des conseils, de dire la destination, parce que qu'est-ce qui se passe des fois dans le choix? Des fois, il y a des destinations où on se dit, mais pourquoi il va là-bas? Parce que peut-être que la famille va prendre un billet un peu plus important en disant, pensez pas à ce billet maintenant, pensez au futur billet, mais parce que c'est qu'une étape. Et là où on est différent, c'est que l'Européen, il va se dire, je préfère avoir demain ça plutôt que ça. Et là-bas, souvent en Afrique, malheureusement, ils disent non, je préfère avoir ça maintenant plutôt que demain, on ne sait pas. Ouais, on verra demain, quoi. Voilà. Et donc, du coup, des fois, il y a des choix qui sont pas opportuns pour le joueur. Mais c'est sa carrière, après, on peut que le conseiller. C'est ça. Mais il se crée quand même des choses en Afrique, des relations entraîneur-joueur qui sont quand même différentes à ici. Où là, tu disais tout à l'heure, quand Zambie, quand le président de la fédération de Zambie t'a rappelé, ils t'ont dit il y a tes fils qui. Donc il y a cette relation quand même encore plus forte peut-être. Oui. Après, la Zambie, c'est que c'est très anglophone et structuré. Et donc, tu vas arriver en Zambie, tu dis les gars, on s'entraîne quand? Coach, c'est quand vous voulez. Tu fais 4 séances, ils vont être là les 4 séances dans la journée. Ils vont jamais parler. Jamais ils vont dire qu'ils sont fatigués, parce que pour eux, c'est donner de la faiblesse. Et voilà, donc, pays francophones, parfois, ils vont être différents. Ils vont dire, coach, on est fatigué. Alors, c'est bien aussi, mais la Zambie, c'était vraiment. Tu sentais que tu avais des gars qui soldats. Tout, ouais. Des soldats, tout le temps. Et donc, voilà. Mais c'est vrai que ce sont des belles relations en Afrique. Ouais, quand tu es vrai, ils s'attachent à toi et j'ai toujours des contacts. Dans tous les pays où je suis passé, j'ai des contacts avec les joueurs. Ouais. Et donc, la suite, on continue, pourquoi pas continuer à faire des CAN ou à essayer de venir ici? Tu sais pas trop, on verra. Non, j'aimerais vraiment l'Europe. T'aimerais? Ouais, j'aimerais, parce que j'ai envie est-ce que je peux dire de me prouver? Moi, j'en suis convaincu, mais de montrer qu'un coach, il peut passer n'importe où à partir du moment où il a envie et il le fait avec le cœur, il peut réussir partout. Donc, je me fixe pas de limite. Ouais. Voilà. Mais j'ai pas j'ai pas envie de venir pour prouver quelque chose à quiconque. Voilà. Ouais. C'est prendre du plaisir. Là, je suis avec l'UNFP et je me régale. Ouais, sincèrement, sur le terrain, t'adores ça. Voilà. Et je sais qu'en fin de carrière, retourner même avec les gamins, là où je suis venu, voilà, tant que ce que tu proposes, dans l'œil des joueurs, ça pétille, ça n'a pas de prix. Bon, c'est génial. En tout cas, je te souhaite de continuer comme ça. J'ai juste envie de te poser une dernière question. Toi, tu conseillerais quoi à un entraîneur qui hésite avant de partir à l'étranger? S'il hésite, il ne faut pas qu'il y aille. Ouais. Voilà, c'est tout con, mais si tu hésites, c'est qu'il y a un truc qui te retient, alors ça ne marchera pas. Ouais. Parce qu'il faut y aller à fond. Un coach, c'est quoi? À mon avis, quand tu es coach, tu as ton instinct. Tu tentes un truc. Un coach qui ne tente pas, il n'est pas coach, il n'est pas lui-même. Il va faire un changement, il est audacieux, il change, il dit je vais essayer ça. Donc, quand tu as une possibilité quand tu as une opportunité, si tu te dis est-ce que, n'y va pas. Par contre, c'est déjà j'y vais et alors? Mais j'y vais, je fonce. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Rien si ce n'est réussir. Voilà, l'échec, c'est pas une fin en soi, c'est une étape. Tu échoues, tout le monde la connaît cette phrase, Nelson Mandela qui dit je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Tu vas là-bas, ça se passe pas bien, tu auras une autre opportunité. Mais aujourd'hui, on me dit aller en France dans ce club-là ou aller à l'étranger, je vais ni valoriser l'un ni l'autre.
C'est selon l'intuition, je suis mon intuition et je fonce. Mais si tu hésites, n'y va pas alors. Ça marchera pas. Ok Patrice, merci beaucoup. Merci infiniment. Ouais, merci. Merci beaucoup, à très bientôt et bonne suite. Hein. Merci, merci. Merci Patrice pour cet échange et ton accueil. Je te souhaite de continuer cette belle carrière que tu as débutée il y a plus de 20 ans. Et je suis convaincu que c'est grâce à des personnes comme toi que la formation française est tellement reconnue dans le monde entier. Voilà, vous venez d'écouter le 40e épisode de En dehors de ma surface. J'ai vraiment hâte de vous faire découvrir le prochain épisode avec Delvin Ndinga, grand joueur congolais, notamment passé à Auxerre et à Monaco. Il va nous raconter son incroyable parcours, d'un village au Congo jusqu'à la Ligue des Champions. N'hésitez pas à faire un tour sur Podio, Podio.fr, le site de référence pour retrouver les meilleurs podcasts de sport du moment. À bientôt!